Je m'appelle Denis. Je travaille dans un service d'archives régional où l'on traite des documents historiques et toutes sortes de fonds spéciaux. Je ne me suis jamais considéré comme un amateur de sensations ou de vieilles de conspiration. J'ai juste l'habitude de parcourir attentivement des dossiers poussiéreux et d'étudier minutieusement chaque feuille. Mais un jour, je suis accidentellement tombé sur une affaire qui a bouleversé toutes mes idées sur l'ère soviétique et sur certains secrets que personne ne veut encore révéler. Cela s'est passé lorsque j'ai été envoyé à Moscou pour un travail à temps partiel. J'avais besoin d'aide pour systématiser les archives d'un département spécial. Apparemment, le personnel ne pouvait pas faire face à la situation et avait donc besoin de gens de l'extérieur, comme moi. La procédure elle-même semblait routinière. J'ai signé un accord de non-divulgation, obtenu un laissez-passer pour un accès limité et commencé à trier des boîtes de documents poussiéreux. Je suis sûr que pour beaucoup de gens, c'est ennuyeux, mais pour moi, c'est assez familier. Un jour, on m'a donné une liste de fonds dans lesquels je devais classer les fiches. Il y avait toutes sortes de cas, des rapports sur la Grande Guerre patriotique aux dossiers détaillés sur les agents étrangers. Tout cela ressemblait à ce que l'on peut imaginer au cinéma. Des chemises jaunes, des tampons rouges, secrets, de longues listes de noms. Mais soudain, mon attention a été attirée par la note « Matériel archaïque » FSB, période 1950-1953. Sa description était maigre. Journaux personnels, rapports, certificats médicaux, rapports internes. J'ai d'abord décidé de jeter un coup d'œil pour trouver la meilleure façon de les systématiser, puis j'ai remarqué une entrée étrange dans le bref registre, sur l'insomnie de Staline, rapport d'origine inconnue, mention d'une langue inconnue. Je vais être honnête, cela m'a frappé. Non seulement le discours portait sur l'insomnie du dirigeant, mais aussi sur une langue inconnue qu'il aurait prononcée. Je ne me souvenais d'aucun article historique sérieux sur un tel sujet. Au début, je n'en croyais pas mes yeux. On ne pouvait pas savoir ce que les services secrets avaient pu inventer. Mais la curiosité l'a emporté. Trouvant la bonne boîte, j'en ai sorti un dossier marqué « Strictly Secret » et j'ai commencé à le feuilleter. La plupart des documents étaient des rapports du médecin personnel de Staline. Le nom de Lebedev y apparaissait, et des extraits de discussions au sein d'un bureau sanitaire spécial. Le fait est que Joseph Vissarionovitch avait d'énormes problèmes de sommeil. De plus, selon ces documents, il semble qu'il ne dormait jamais plus de 30 minutes d'affilée. Les médecins ont tenté d'en comprendre la cause, ont proposé des médicaments et des régimes, mais en vain. En lisant cela, je me suis dit, d'accord, les dirigeants ont un mode de vie difficile, ils sont stressés, mais pourquoi si peu de sommeil? Et quel était le rapport avec une langue inconnue? Les feuilles suivantes m'ont éclairé sur les détails. Il s'est avéré qu'un jour, vers 1951, un certain Lebedev, ou son assistant, a fait des enregistrements phonographiques pendant que Staline faisait la sieste dans son bureau. Sur la bande, on peut entendre le dirigeant dire quelque chose d'incompréhensible, puis un certain nombre d'autres sons brouillons que personne n'a pu identifier. On a d'abord pensé qu'il s'agissait de Géorgiens, Staline étant originaire de Géorgie. Mais dans le rapport, il est écrit que le phonogramme a été montré à plusieurs linguistes qui ont déclaré qu'il ne s'agissait pas de Géorgiens et, en général, pas d'une langue familière à l'homme. De plus, lorsque Staline a prononcé ces mots, son visage était tendu et une veine saillait sur son cou, comme s'il discutait avec quelqu'un d'invisible. Puis, soudain, il s'est levé et a lancé des objets, ordonnant aux gardes « Trouvez-le, il ne veut pas partir ». Mais pour trouver qui, personne n'a compris. Le Lili rapport ne s'arrête pas là. Lebedev décrit qu'après cet incident, Staline est devenu presque obsédé par l'idée de la soi-disant
clé dans le ciel. Souvent, lors de réunions, interrompant ses camarades, le dirigeant exigeait qu'on lui montre la dernière carte géographique de l'URSS, s'intéressait à l'emplacement des sommets montagneux, se plaignait que nous n'écoutions pas assez les étoiles. Franchement, c'est un peu fou. Staline, habituellement connu pour sa poigne de fer et son pragmatisme, se met soudain à parler d'astronomie et à chercher un point céleste. Une telle chose est-elle possible? Néanmoins, le rapport avait l'air tout à fait officiel et certaines notes dans les marges indiquaient qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie, mais d'informations réelles que les médecins et les gardes cachaient. Moi, je me suis dit, si tout cela était vrai, alors nous parlions d'un épisode historique totalement inconnu qui pourrait en dire long sur le déclin de l'ère stalinienne. Je me suis assis en tenant ces papiers et j'ai senti mes paumes transpirer. C'était comme si j'avais touché quelque chose qui n'était pas destiné aux yeux des autres. En fait, je n'avais pas besoin de lire. Il me suffisait d'entrer de brèves descriptions dans la base de données et de l'envoyer pour qu'elle soit stockée. Mais l'arrière-pensée me disait « Non, tu ne peux pas simplement le remettre en place maintenant. Tu dois faire le tri, ne serait-ce que dans ta tête. » C'est ainsi qu'a commencé mon immersion dans l'étrange histoire des rêves mystérieux de Staline et de sa recherche de la clé du ciel. De ces documents, j'ai déduit les principales thèses suivantes. Premièrement, Staline dormait vraiment très peu et nerveusement. Deuxièmement, en 1951, il a prononcé dans son sommeil un certain langage marmonné que personne n'a identifié. Troisièmement, il a commencé à s'intéresser à la question de la clé dans le ciel, en supposant qu'il existe un point ou un endroit où se rendre ou d'où obtenir quelque chose. J'étais encore loin de réaliser pleinement ce qui se passait, mais je sentais déjà que ce sujet allait très loin. Il semblait que je n'étais pas la seule à être intéressée par ces informations, puisque les documents étaient conservés dans une collection aussi secrète. Peut-être les responsables de la sécurité cherchaient-ils à savoir s'ils étaient liés à des agents étrangers ou à des groupes occultes. En feuilletant, je suis tombé sur une mention du docteur Lebedev. Il était dit brièvement que, compte tenu de l'état particulier du dirigeant, ce médecin avait eu accès à des documents top secrets sur la psychophysiologie. Il était censé découvrir où, dans la tête de Staline, se trouvaient ces conspirations ou ces visions. Mais à la fin, Lebedev a seulement indiqué qu'il recommandait de renforcer la paix et de se débarrasser du stress extérieur. Ce qui m'a frappé, c'est que les notes comprenaient les noms de plusieurs personnes de haut rang, dont des membres du Politburo. Tous ont pris cette situation au pied de la lettre et ont exigé un silence absolu. Certains ordres ressemblaient à des ordres d'espionnage de Staline lui-même, ce qui paraît invraisemblable, mais il était probable que quelqu'un s'inquiétait vraiment de l'état de santé du dirigeant. Je n'étais pas moi-même un expert de la biographie de Staline, et je ne pouvais donc guère faire correspondre ces informations à des connaissances communes. Mais pour le vérifier, j'ai contacté un historien que je connaissais, Sergueï, qui avait longtemps étudié des documents sur la période d'après-guerre. Sans révéler tous les détails, je lui ai demandé s'il avait entendu parler des rêves étranges de Staline ou de ses déclarations inhabituelles sur l'astronomie. Sergueï a été surpris. Non, sérieusement, je n'ai jamais entendu parler de telles choses. On sait seulement qu'il souffrait d'insomnie et qu'il passait souvent du temps à parler au cercle le plus proche pendant la nuit. Mais pour parler une langue incompréhensible, je ne l'ai jamais entendu. Il m'a d'ailleurs répondu avec scepticisme, mais m'a promis de consulter ses notes. Cela n'a fait que m'encourager davantage. Si l'histoire n'avait été qu'un simple potin, je l'aurais écarté. Mais là, il semblait que l'information avait été soigneusement cachée pendant longtemps. Le service des archives spéciales a fini par mettre la main sur les documents,
les a placés dans une collection séparée et, après de nombreuses décennies, ils ont été retrouvés à l'issue d'un long processus bureaucratique. Le lendemain soir, j'ai consulté le dossier personnel de Lebedev dans le catalogue électronique. Il s'est avéré qu'il avait disparu à la fin de l'année 1952, comme s'il était parti en villégiature et n'était jamais revenu. Les médecins et les assistants qui travaillaient à proximité ne savaient yansper rien non plus. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est frappant. Une personne clé dans le diagnostic, qui s'occupe d'un patient important, disparaît soudainement. De plus, il y avait une note que je n'oublierai probablement jamais. Je cite de mémoire, « En raison de la disparition du citoyen Lebedev NP, la poursuite de l'enregistrement de ces dossiers est interrompue. Les documents relatifs aux rêves spéciaux doivent être remis au ministère. Ils ne doivent pas être détruits. Cela signifie que quelqu'un a voulu conserver ces documents alors que d'habitude de telles choses peuvent être cachées à jamais. Pourquoi? Peut-être pensait-on qu'il s'agissait d'une preuve importante, ou peut-être était-on convaincu que Lebedev étudiait quelque chose d'important. J'ai sérieusement commencé à soupçonner qu'en plus des explications simples, maladie, paranoïa, Staline et son médecin étaient impliqués dans un projet semi-secret, la recherche de forces liées à l'espace ou quelque chose de ce genre. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé de tenter ma chance et de continuer à creuser. Techniquement, ce n'était pas mon travail, mais quand aurais-je l'occasion de toucher à un pan aussi mystérieux de l'histoire, d'autant plus que personne ne me contrôlait directement. L'essentiel était que je ne divulgue rien, en douce. La nuit, je rêvais même des pages de ces documents. Je voyais Staline debout devant la carte de l'Union et marmonnant des mots qui se transformaient en sons étranges. Je me réveillais et me sentais fiévreux. Peut-être avais-je simplement transféré la tension du travail au sommeil, mais à l'intérieur, j'avais l'impression d'être moi-même replongé dans cette atmosphère d'antan. Le lendemain, en faisant le tri dans le même service d'archives, je suis tombé par hasard sur un vieux dossier. Projet Asteria, rapport technique sur la mise en place d'une installation spéciale. Le document contenait une chronologie, 1951-1952. Client, un comité quelconque, sans précision. Lieu, base NOM 217, coordonnées classifiées. Cette installation était décrite comme une tour expérimentale pour l'observation du ciel nocturne. Mais si nous parlons d'observation, nous avons des observatoires astronomiques. Pourquoi une installation secrète? Et le plus intéressant, le devis précisait « dispositifs médicaux pour le sommeil et le réveil ». L'idée a immédiatement surgi. A-t-on vraiment essayé de mener une expérience sur Staline pour suivre ses phases de sommeil et d'élocution? Si c'est le cas, pourquoi tout cela a-t-il été mené sous une forme aussi confidentielle? Pour tout dire, j'avais une théorie farfelue en tête. Staline avait dû décider que, dans son sommeil, il était en contact avec quelqu'un ou quelque chose, et qu'il cherchait un moyen d'approfondir ce contact, ou peut-être qu'il voulait trouver la clé céleste. Peut-être fallait-il pour cela un lieu spécial, un observatoire, qui renforcerait la connexion. Cela ressemble bien sûr à un véritable délire ou à une hypothèse fantastique, mais à partir de petits fragments, je reconstituais à peu près cette image, et je tremblais de plus en plus. Des gens qui dirigeaient un pays gigantesque pouvaient longtemps comploter de telles choses. C'était impensable, ou tout à fait concevable si l'on considère que le pouvoir peut te rendre fou. En cherchant d'autres pistes, je suis accidentellement tombé sur un homme nommé Artyom. Nous nous sommes croisés dans le couloir des archives. D'après son badge, il faisait partie d'un autre service qui s'occupait de la période post-soviétique. Mais lorsqu'il a appris que je fouillais dans les années 50, il m'a soudain demandé « Avez-vous vu quelque chose dans ces archives qui concerne la période post-soviétique? Avez-vous vu quelque chose là-dedans sur les projets étranges de Staline
Comme l'occultisme, comme l'occultisme. J'ai failli laisser tomber le dossier des mains. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'autre en parle. Je me suis retourné et j'ai admis que j'avais entendu certaines choses, comme le fait que Staline était réveillé et qu'il cherchait une sorte de clé. Artyom s'est contenté de fredonner « Ces rumeurs ne mentent donc pas ». Mon grand-père m'a raconté qu'il travaillait dans une installation dans les montagnes, où l'on installait soit un laboratoire, soit un site pour des expériences étranges. Tout cela sous le patronage de Staline. Le projet a été rapidement annulé à sa mort en 1953. Il ne reste plus beaucoup de documents, alors je suppose que nous les avons quelque part. Je n'y ai pas accès, mais je suis heureux que vous ayez confirmé quelque chose. Après cette conversation, j'ai ressenti un mélange de joie et de crainte. Il s'avérait que cette tour secrète n'était pas le fruit de mon imagination, mais un objet réel dont parlaient les petits-enfants des personnes qui y travaillaient. Des expériences ont donc bien pu y être menées. Et si l'on tient compte de la disparition du docteur Lebedev, peut-être a-t-il été emmené là pour mener ses observations sur Staline? Je me suis immédiatement souvenu que les documents indiquaient que Lebedev s'était rendu à la station. Mais tout le monde a compris qu'il ne s'agissait que d'un prétexte. J'ai commencé à creuser plus attentivement pour ne pas faire d'histoire. J'ai cherché des indices sur le projet Asteria, j'ai examiné tous les documents datés de 1951-1952, où il était question de laboratoires inhabituels. Une grande partie de ces documents était classifiée, de sorte que je n'y ai pas eu accès, et une autre partie a tout simplement disparu sans laisser de traces. J'ai toutefois réussi à trouver quelques lettres qui semblent avoir été jointes par erreur à un autre dossier. Elles sont datées de la fin de l'année 1951. Elles font référence à des résultats imprévus de la séance et à des manifestations négatives chez le patient. Elles ont dû être écrites par des personnes placées sous l'autorité d'un supérieur. La signature était étrange. P.E. Pas de grade, pas de nom de famille, juste des initiales. Ces lettres mentionnaient une sorte de percée de la conscience qui s'était produite chez la principale personne observée. Il s'agissait clairement du fait que ce patient avait vu ou entendu quelque chose qui avait choqué les chercheurs eux-mêmes. À certains endroits, on pouvait lire des mots qui donnaient là, littéralement, la chair de poule. Nous ne savons pas à qui appartiennent les voix dans sa tête. Il ne semble pas se contrôler lorsqu'il parle cette langue. Peut-être qu'au-delà de la perception, quelqu'un nous appelle. Aussi fou que cela puisse paraître, tout cela convergeait avec la description du comportement de Staline dans les documents de Lebedev. Je ne suis pas enclin à croire au mysticisme, mais ces phrases m'ont mis mal à l'aise. Puis j'ai compris. Si tout cela était vrai, Staline, pour dire les choses simplement, essayait d'entrer en contact avec des forces inconnues, croyant que cela lui donnerait une sorte de pouvoir ou la clé de quelque chose de plus que les ressources terrestres. Ce qu'il voulait exactement extraire du ciel reste un mystère inaccessible, peut-être de la technologie, peut-être un pouvoir absolu, ou peut-être pensait-il qu'il s'agissait de Dieu ou de civilisation de l'espace. Après tout, nous étions au milieu du XXe siècle, lorsque les fantasmes sur les extraterrestres et autres phénomènes cosmiques fermentaient déjà dans les cercles scientifiques. Parfois, j'avais envie de tout laisser tomber, de terminer mon travail, de rendre mon rapport et de rentrer chez moi. Mais je sentais que je m'enfonçais de plus en plus, et je sentais en moi qu'il fallait que j'aille au fond des choses. Le soir, je n'arrivais pas à dormir, imaginant Staline regardant par la fenêtre sombre, attendant que lui parvienne un nouveau Gombriv, dans une langue inexplorée. Et il se dit, la voilà, maintenant je vais trouver où se trouve cette clé. Le matin, il réunit ses subordonnés et leur ordonne de vérifier d'urgence certaines coordonnées. Peut-être cherchait-il des pics montagneux,
des cycles lunaires, ou prévoyait-il de lancer une nouvelle expédition? Et tout cela se passe dans l'ombre, car officiellement personne ne peut dire « le chef a des visions ». Cela équivaudrait à une trahison et couperait directement l'autorité du pouvoir. Pour l'avenir, je dirais qu'Artyom, l'employé avec lequel j'ai parlé, a rapidement démissionné des archives. Lorsque j'ai essayé de lui demander ce qui s'était passé, il s'est contenté de répondre de manière significative. Il ne faut pas toucher au passé, il y a trop d'ombre dedans. J'ai pris cela pour un avertissement. Il s'est peut-être rendu compte que quelqu'un pourrait ne pas apprécier notre intérêt pour les choses oubliées. Après tout, on ne sait pas qui se cache derrière tout cela et combien de temps de telles choses peuvent encore faire l'objet d'un examen minutieux. L'un des moments les plus effrayants pour moi a été la lecture de ce que l'on appelle le « bref journal d'observation ». Il semble s'agir d'extraits des notes du docteur Lebedev, mais sans date détaillée. Chaque page contient de courtes phrases « Le patient s'est endormi à 14h35 ». 12 minutes plus tard, il a commencé à parler. Les paroles sont incohérentes, semblables à de la toux, mais il y a des syllabes répétées. Le patient a ouvert les yeux à 14h49, s'est levé, agressif, a demandé qu'on lui montre une carte du ciel nocturne. Et d'autres notes similaires. À chaque ligne, je m'imprégnais un peu plus d'une atmosphère de peur. On dit que le chef d'État, qui ne peut pas dormir normalement, est constamment tourmenté par ce langage de dictée, et que les médecins n'enregistrent que des faits, n'osant même pas poser de questions inutiles. À la fin du journal, une page est surlignée au crayon rouge. 12e séance. Le patient déclare que la clé ne sera ouverte qu'à ceux qui entendent leur appel. Aujourd'hui, pour la première fois, des crises sont apparues. Les yeux se sont révulsés. Le corps du patient semblait résister. À la fin de la crise, il y avait des taches rouges sur son cou, qui ressemblaient aux empreintes digitales de quelqu'un. Le patient a dit « Il demande d'ouvrir un passage. Il faut trouver un point au-dessus des nuages. » Conclusion. Psychopathologie possible, mais il n'est pas absolument certain qu'il s'agisse d'un délire courant. Je me suis assis et j'ai relu cela 10 fois. Cela signifie que le docteur Lebedev ne considérait pas qu'il s'agissait de folie. Il laissait entendre que ces contacts nocturnes avaient une certaine réalité. Pour en savoir plus, j'ai essayé de trouver des références sur Lebedev lui-même. Malheureusement, il n'y a aucune trace de lui dans les archives médicales habituelles. C'est comme s'il avait été effacé. Je n'ai trouvé que quelques indices indiquant qu'il était un neurologue talentueux, diplômé de l'Institut dans les années 30, puis une tache blanche. Selon la version officielle, il était mort dans une sorte d'accident. C'est ce qu'on fait parfois aux gens qui en savent de trop. Il a peut-être été enlevé pour empêcher que le secret ne soit divulgué. Ou bien, il a disparu et a commencé une nouvelle vie sous un autre nom. Il existe des milliers de cas de ce genre, mais celui-ci était remarquable parce qu'il s'agit d'un dirigeant et d'une clé. À ce moment-là, je m'étais fait une idée claire. Staline, à partir de 1951, s'est plongé dans un sujet mystérieux, a commencé à dépenser des ressources pour construire une tour ou un observatoire, où ils ont envoyé un groupe de scientifiques. Tout cela dans le but d'élucider les porte-voix ou le langage mystérieux qu'il utilisait dans ses rêves. Parallèlement, un médecin personnel enregistrait des crises d'épilepsie à n'en plus finir, et le leader lui-même ne dormait presque jamais, hanté par des hallucinations ou de véritables visions. En conséquence, toute une série de documents secrets s'était accumulée, dont certains, comme je m'en suis rendu compte, pourraient en dire plus. Mais je n'y avais pas accès. Un soir, alors que je quittais les archives, j'ai remarqué que quelqu'un me suivait. Des pas derrière moi, alors que je tournais dans la rue, et une sorte de regard provenant d'une voiture sombre. C'est peut-être de la paranoïa, mais dans ce genre d'endroit, il n'y a pas de hasard. J'ai essayé de rester calme,
mais je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de me poser des questions pendant un moment. Je ne voulais pas avoir d'ennui. D'ailleurs, officiellement, j'étais encore au travail. Mon contrat d'assistance aux archives touchait à sa fin. D'un autre côté, j'avais l'impression d'être déjà trop loin pour abandonner. Imaginez, vous avez entre les mains un fil menant à un énorme mystère qui peut bouleverser notre connaissance de Staline et peut-être même certaines choses qui dépassent la logique normale. J'ai fait des copies de certains documents, secrètement, même si c'est interdit, et je les ai gardés avec moi. Ils n'avaient mis pas d'exigences évidentes. Il était donc peu probable que quelqu'un de l'extérieur se rende compte de leur origine. Mais si j'avais donc été pris en flagrant délit, il était peu probable que l'on m'autorise à continuer à travailler. Parfois, j'essayais de trouver des preuves dans le domaine public. Et si quelqu'un avait déjà écrit à ce sujet, j'ai parcouru plusieurs grandes études sur l'ère stalinienne, mais je n'ai rien trouvé de semblable. Au mieux, elle mentionnait l'insomnie, mais pas à ce niveau. Et à propos de l'obsession de la clé, pas un mot. Involontairement était venue l'idée que, même après la mort de Staline, ses collaborateurs ont soigneusement nettoyé tout ce qui pouvait jeter une ombre sur l'image du leader de fer. Personne ne voulait admettre que vers la fin de sa vie, il s'était lancé dans une quête semi-mystique. Une quinzaine de jours après le début de mes recherches secrètes, un jeune garçon est arrivé à l'improviste dans mes archives et s'est présenté comme étant Ilya, un employé d'une fondation historique. Il m'a dit qu'il avait entendu parler de ma capacité à résoudre des cas complexes et m'a demandé de l'aide pour trouver un document. Au début, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Puis, il m'a posé une question. Avez-vous, par hasard, trouvé dans vos fonds une mention d'une tour construite sous le règne de Staline? Il y a des rumeurs selon lesquelles elle était liée à des expériences sur les rêves. Mes entrailles se crispent. Comment pouvait-il savoir? Après tout, je n'en avais parlé à personne, sauf à Sergueï et Artyom. Mais extérieurement, j'ai essayé de ne pas le montrer, et j'ai répondu évasivement que je n'avais rien entendu. Ilya a semblé se rendre compte que je cachais quelque chose, mais il n'a pas insisté. Il s'est contenté de dire « Si vous trouvez quelque chose, voici ma carte. Nous sommes intéressés par toute information. Nous voulons compiler un livre sur les projets inachevés de la défunte URSS. Il s'agit peut-être d'un de ces mystères. » J'ai pris la carte et j'ai remarqué qu'il n'y avait ni le nom de la fondation, ni rien de spécifique, juste un numéro de téléphone et un nom de famille. I. Selivanov. Je l'ai regardé dans les yeux. Le type attendait obstinément ma réaction. J'ai marmonné que j'allais peut-être regarder à nouveau les catalogues, et il laissait parti, comme s'il n'était pas trop déçu. Après son départ, je suis resté perplexe. Soit il s'agit vraiment d'un historien passionné, soit il a été envoyé pour vérifier ce que je faisais. Dans les archives, il arrive souvent qu'un service suive l'autre, et le FSB, peut-être, prend aussi le pouls. Après tout, on ne plaisante pas avec les documents portant la mention « secret ». J'étais déjà tellement plongé dans cette histoire que je commençais à soupçonner tout et n'importe qui. Pour me distraire, je me suis remis à lire. J'ai eu la chance de trouver un autre dossier qui semblait mal rangé dans les cartons. Il contenait des projets d'ordre de détachement de certains scientifiques dans une installation spéciale située dans une région montagneuse, vraisemblablement dans le Caucase du Nord. Conditions des voyages d'affaires, années 1951-1952 exactement. Sous la rubrique « Secret », il était indiqué que l'objet portait le code Helios. J'ai comparé ce code avec le nom précédent, Asteria, et j'ai décidé qu'il s'agissait peut-être de codes différents pour le même projet. Ces projets contenaient donc de nombreux termes techniques. En particulier, il est dit mentionné que l'installation Helios prévoit d'installer des panneaux de miroirs orientés vers le ciel nocturne pour capturer les émissions anormales. Franchement, cela ressemble
à la description d'un observatoire primitif, mais le rapport avec les miroirs n'est pas clair. Il est également fait mention d'un équipement biomédical pour l'enregistrement de l'activité cérébrale pendant le sommeil de courte durée. Une chose est claire, les expériences ont été menées avec une personne qui dort très peu. Logiquement, il pourrait s'agir de Staline. Peut-être a-t-on fait appel à un personnel spécial pour recréer les conditions dans lesquelles le contact dans sa tête s'était renforcé. Plus intriguant encore, le mot « clé » a été rencontré. À un endroit du projet, but des opérations, faciliter la recherche de la clé dans le ciel, l'ouverture éventuelle d'un passage. Procès verbal de la réunion numéro 4. On ne sait pas quelle réunion a eu lieu, où et par qui. Mais ces bribes ont fini par me convaincre que tout ne se réduisait pas à 1 ou 2 lignes de Lebedev. Il y avait tout un programme. Et, à en juger par le fait que les documents sont restés fragmentaires, ce programme a échoué ou a été réduit après la mort de Staline en 1943. J'ai imaginé une étrange structure avec des miroirs et construite dans un refuge de montagne. Des médecins, des scientifiques, des gardes, puis le dirigeant lui-même ou ses acolytes prennent de l'avion pour capter des jeux de voix dans le ciel nocturne. C'est un spectacle effrayant. L'histoire ressemble à une fantasmagorie, mais elle est étayée par des bribes d'ordre réel. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, je n'y aurais pas cru. D'ailleurs, il devenait de plus en plus évident que certains cherchaient encore ces matériaux pour lever le voile ou, au contraire, les soustraire à la vue. Je me suis demandé si je devais en parler à Sergueï, mon collègue historien, mais j'avais peur de lui causer des ennuis, et je n'avais pas de plan précis sur ce que je devais faire de ces connaissances. Les publier, l'idée même me terrifiait, je pourrais être licencié, et si l'histoire est encore vivante, ce serait encore pire. J'ai donc continué à rassembler discrètement les détails, les rangeant dans un dossier dans mon sac. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir découvert quelque chose de vraiment important, peut-être même de classe mondiale. Le plus étrange, c'est que la nuit, j'ai commencé à rêver que je me promenais dans un couloir et que derrière les portes, j'entendais des marmonnements dans une langue étrange et incompréhensible. Parfois, je rêvais que je prononçais moi-même ces mots, bien que je ne m'en souvienne pas en réalité. Lorsque je me réveillais en sueur, je me demandais si j'avais absorbé ces informations au point qu'elles pénètrent dans mon subconscient. Peut-être n'était-ce que du stress, mais j'avais peur. Et si cette énergie qui hantait Staline s'accrochait en quelque sorte à tous ceux qui se plongent dans ces données? Une fois, au cours de mon travail, j'ai trouvé une référence à l'exécution de plusieurs chefs militaires, prétendument pour conspiration contre le dirigeant. Dans les documents à côté de moi, on pouvait lire « Le lien avec l'objet Hélios n'a pas été prouvé, mais leurs rapports contiennent des références à l'impossibilité de détecter le véritable passage. » Quel était l'intérêt de tout cela? S'ils ont douté ou dit que le projet y était une perte de temps, et pour cela, ils ont été détruits, Staline pouvait être impitoyable s'il pensait que quelqu'un l'empêchait d'atteindre son but. Nous pouvons donc supposer qu'à la fin de l'année 1952, le projet avait échoué et que le chef, si l'on en croit les rapports médicaux, était dans un état déplorable. Il n'a pas trouvé de porte céleste, mais il a continué à y croire. Ces réflexions m'ont amené à penser, et si Staline était vraiment mort non seulement d'une attaque cérébrale et de ses complications, comme le rapportent les sources officielles, mais aussi des conséquences de ses étranges expériences. Peut-être a-t-il vu ou entendu quelque chose qui a fini par briser son psychisme. Les documents de Lebedev indiquent que, après la dernière séance, le patient était extrêmement faible, ne parlait presque plus et se contentait de répéter « La clé n'a pas été trouvée, ils viendront plus tard ». Cette phrase m'a troublé, car « ils viendront plus tard » semble menaçant.
C'est comme si Staline avait cru jusqu'au dernier moment que quelque chose ou quelqu'un de l'au-delà ferait irruption dans notre monde. En me promenant dans les archives, j'ai eu une autre surprise. Le chef du département de la sécurité s'est approché de moi et m'a demandé si tout était en ordre, comment se déroulait mon travail, si j'avais rencontré des difficultés. Il parlait gentiment, mais son regard était perçant. J'ai noté qu'il était trop précis en me demandant si j'avais dépassé le cadre de mes tâches. Je lui ai assuré que tout allait bas, les bien, qu'il y avait juste beaucoup de données à systématiser. Mais intérieurement, j'ai réalisé qu'ils avaient peut-être l'impression que je creusais plus profondément que je ne le devais. J'aurais dû ralentir, mais je ne pouvais pas contrôler ma curiosité. Afin de réduire la tension, j'ai commencé à effectuer des tâches simples, trier des dossiers de guerre, signer des cartes, sans toucher à ce sujet inquiétant. Mais le soir, j'étais de nouveau attiré par le coin où se trouvaient les boîtes d'archives des années 50. Je me suis assise sur une chaise, j'ai fait semblant de trier quelque chose et j'ai sorti discrètement les dossiers avec les notes Asteria, Hélios et Lebedev. Je relis à nouveau les bribes, essayant de construire une chronologie. Apparemment, au début de l'année 1951, l'insomnie de Staline s'est aggravée. En avril ou en mai, il a enregistré pour la première fois un discours inconnu dans son sommeil. Au cours de l'été, il se rend plusieurs fois à l'improviste dans les régions méridionales de l'URSS, officiellement pour se détendre. Le docteur Lebedev l'accompagne et fait des observations. Lorsqu'à l'automne, il devient évident que ses voix ne disparaissent pas, et que Staline lui-même pense que quelque chose se cache derrière elle, il décide de construire un système pour rechercher ou appeler ses forces. Parallèlement, le leader de la Politarène reste un dictateur impitoyable, nettoie ses ennemis, mais en coulisses, des actions sont menées pour promouvoir le projet Asteria Hélios. Au tournant de l'année 1952, il est probable que l'on se rende compte que rien ne sort, ou que Staline lui-même reçoive une sorte de réponse qui l'horrifie. Lebedev disparaît. Au début de 1953, le dirigeant est victime d'une attaque cérébrale, puis meurt. Plus personne ne s'occupe de l'affaire. J'ai fermé les dossiers, j'ai respiré. C'était un scénario sinistre. Un homme qui tenait un immense pays dans son poing était impliqué dans une expérience à la limite de l'occulte ou du cosmique. Cela l'a peut-être brisé, et tous les documents que je vois aujourd'hui ne sont que de minuscules fragments du tableau d'ensemble. Mais même ceux-là ont suffi à me faire frissonner. À ce moment-là, il me restait quelques jours de travail dans les archives. Je me suis rendu compte que je devais faire un choix, soit garder mes copies, les emporter avec moi et essayer de les rendre publiques à un moment donné, en risquant ma sécurité, soit tout laisser tomber en me disant « c'est trop dangereux, ne vous en mêlez pas ». Je ne savais pas trop à qui faire confiance. Sergueï, l'historien que je connaissais, était une bonne option. Mais que se passerait-il s'il avait aussi des relations et que je me trahisse? Ou alors, c'est Ilya, ce type, qui veut me soutirer ça. Mais dans quel but? Peut-être qu'ils ont leurs propres objectifs. Un soir, en partant, j'ai trouvé une enveloppe non signée sous la porte de ma chambre. À l'intérieur, il y avait un petit mot. « Ne mentez pas, nous savons ce que vous faites. La clé n'est pas à vous. » J'ai eu des sueurs froides. On aurait dit que quelqu'un avait fait une allusion directe. Il savait ça que je faisais le truc de la clé dans le ciel. Cela signifiait que j'étais surveillé et de très près. J'ai compris que la meilleure chose à faire était de tout arrêter immédiatement. Mais l'envie de me défaire a pris le dessus. Le lendemain, faisant semblant de vaquer à mes occupations habituelles, j'ai de nouveau soulevé la question sous la douche. Pourquoi, en général, Staline ne dormait-il pas? Après tout, d'après les documents, il se reposait au maximum une demi-heure et se réveillait brusquement après quelques cauchemars.
Le docteur Lebedev écrit que son pouls est irrégulier, son visage est pâle, ses pupilles dilatées, comme s'il voyait des images effrayantes. Ce sont peut-être ces images qui l'ont poussé à croire qu'il était en dialogue avec une force supérieure à l'homme. Certains collègues de Lebedev ont supposé qu'il s'agissait d'une psychose sur fond de vieillissement et de culpabilité liée à la répression. Mais Lebedev lui-même, selon ses notes, avait des doutes. On a l'impression que le cerveau du patient capte quelque chose de l'extérieur. À plusieurs reprises, il a prononcé des phrases décrivant des corps célestes et des processus qu'il ne pouvait pas connaître en raison de son manque d'éducation dans ce domaine. N'est-ce pas mystique? Entre-temps, j'ai commencé à remarquer que, la nuit, j'entendais à nouveau des phrases étranges dans mes rêves. Une fois, j'ai essayé de les écrire immédiatement après mon réveil. J'ai obtenu des combinaisons de lettres sans signification. Karduv, Ceylan, Orchi. Rien de concret. Mais ce qui m'a déconcerté, c'est que cela ne s'était jamais produit auparavant. Peut-être que je lisais trop et que mon cerveau produisait sa propre imitation d'une langue inconnue. Et si je répétais les mêmes syllabes que celles prononcées par Staline? En y réfléchissant, je me suis rendu compte que tout cela m'était rappelé d'une mauvaise manière, comme si le bas phénomène qui a touché Staline se poursuivait. Bien sûr, cela peut sembler paranoïaque, mais j'ai décidé de ne partager mes pensées qu'avec moi-même dans mon journal, personne d'autre. S'il s'agit vraiment d'une sorte d'infection énergétique ou d'un phénomène, il vaut mieux ne pas piéger les gens. Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, et si cette clé dans le ciel n'était pas une métaphore, mais une chose réelle, censée ouvrir la porte à quelque chose de dangereux. Si c'est le cas, c'est une bonne chose que le projet ait été interrompu. Mais peut-être que quelqu'un veut maintenant le ressusciter pour acquérir ses connaissances. C'est dans cet état que j'ai travaillé quelques jours de plus, que j'ai fini de trier les documents et que j'ai finalement clôturé mon contrat. Le jour où j'ai quitté les archives, j'ai volé un dossier contenant des photocopies des fragments les plus importants, la plupart d'entre eux sans référence directe, afin de ne pas donner les extrémités si j'étais pris. Je pensais que c'était tout. Maintenant je partais. J'essayais d'oublier l'affaire ou de la faire connaître d'une manière ou d'une autre à l'avenir. Mais mes plans ont commencé à s'effondrer alors que je me trouvais déjà à la gare. Sur le quai, 2 hommes en civil se sont approchés de moi. L'un d'eux m'a demandé « Denis, je peux te parler quelques minutes ?» J'ai compris que les plaisanteries étaient terminées. Ils m'ont pris à part et l'un d'eux m'a montré une sorte de carte d'identité. Je n'ai pas eu le temps de la lire, mais elle portait des armoiries qui ressemblaient à celles du FSB. « Vous avez travaillé aux archives, n'est-ce pas? Nous aimerions savoir s'il manque des documents. » J'ai eu froid dans le dos, mais j'ai essayé de me ressaisir. J'ai dit que je n'avais rien pris, que j'avais tout remis comme prévu, qu'il y avait peut-être des recoupements. Ils m'ont regardé comme un petit poisson pris dans un filet. Puis l'un d'eux a dit « Il y a des informations selon lesquelles vous vous êtes intéressé à certaines affaires des années 50, liées à la haute direction. Ce n'est pas interdit, mais nous espérons que vous n'allez rien publier. » Je voyais son regard me transpercer. L'autre a ajouté « Parfois, il vaut mieux ne pas toucher aux vieilles histoires, des petites choses. » J'ai senti une boule me monter à la gorge, mais je me suis rappelé que je n'avais sur moi que mon ordinateur portable et quelques papiers soigneusement cachés. J'ai essayé de mentir en disant que je ne faisais qu'un tri typique, que je ne m'intéressais pas à la politique. Ils ont reculé et ont eu une conversation à voix basse, puis ils ont hoché la tête et m'ont dit que je pouvais partir, mais que s'il y avait des questions, ils me retrouveraient. J'ai alors pensé que c'était fini, qu'ils pouvaient m'emmener tout de suite. Mais non, ils m'ont laissé partir. Je suppose qu'ils ont décidé que je ne représentais pas une menace sérieuse
ou qu'il ne pouvait donc pas confirmer que j'avais sorti les documents. J'ai pris le train d'une manière ou d'une autre, en essayant de ne pas faire attention à ce que quelqu'un me suive. Tout tremblait à l'intérieur. Ce qui s'était passé signifiait que ces archives étaient toujours surveillées et que, si je n'étais pas assez prudent, je pourrais avoir de gros ennuis. En conduisant, j'ai regardé par la fenêtre les lumières scintillantes et j'ai pensé « Pourquoi tout cela? Pourquoi il garde-t-il toujours le sujet sous le coude? S'agit-il vraiment d'un souci pour la réputation de Staline ou autre chose? Peut-être la crainte que quelqu'un, après avoir lu ces documents, décide de chercher à nouveau la clé. J'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais un dossier secret dans mon sac et encore plus de connaissances dans ma mémoire. Je n'avais pas d'autre choix que de me taire et de continuer ma vie, ou de prendre le risque de tout révéler au grand jour. Mais qui a besoin que le monde sache que Staline a entendu ces dernières années des voix extraterrestres? Peut-être que pour quelqu'un, cela pourrait être la preuve de phénomènes paranormaux, ou, inversement, pour montrer comment le pouvoir rend une personne folle. Lorsque je suis retourné dans ma ville, tout cela ne m'a pas lâché. J'ai retrouvé un travail normal, j'ai essayé d'oublier, mais non, cela continuait à ressurgir dans mes rêves et mes pensées. J'ai caché le dossier en toute sécurité, je n'en ai parlé à personne. Parfois, j'imaginais la réaction du public s'il l'avait su. Certains auraient souhaité crier « c'est un faux », d'autres « c'est ça, la preuve de la folie ». D'autres encore se seraient probablement intéressés à la clé et auraient entamé leur propre recherche. Ce que les documents appellent la clé dans le ciel peut être une métaphore ou un objet réel. Ce n'est jamais clair. Une nuit, j'ai rêvé que Staline se tenait à une porte élevée dans les montagnes, qu'il regardait le ciel et qu'il murmurait « Tu n'es pas puissant si tu ne t'ouvres pas ». Je me suis réveillé avec des sueurs froides. Le lendemain, j'ai vu que mon appartement avait été fouillé. Il n'y avait pas de signes évidents d'effraction, mais certaines choses n'étaient pas là où je les avais laissées. Dieu merci, le dossier n'était pas à la maison. Je me suis rendu compte que j'étais toujours surveillé. Visiblement, on vérifiait si je gardais quelque chose d'important. Heureusement que j'avais pensé à faire attention. Après cette fouille, j'ai décidé de faire profil bas pour le moment. J'ai cessé tout contact avec les personnes susceptibles d'être au courant de mes découvertes. J'ai vécu tranquillement, me contentant parfois de feuilleter des copies. Mais l'idée grandissait en moi que ces documents ne devaient pas être perdus. Après tout, si on me demandait de les remettre, ou si je mourais moi-même dans des circonstances étranges, le mystère disparaîtrait à nouveau. J'ai commencé à rédiger un bref résumé, mon récit de ce que j'avais vu, de ce que j'avais découvert, sans détails inutiles, afin qu'il soit clair pour une personne quelconque qu'il s'agit de documents réels. J'ai envoyé ce résumé à un ami à l'étranger en lui demandant de le conserver pour l'avenir. Au cas où il m'arriverait quelque chose, il pourrait le rendre public. Entre-temps, j'ai remarqué que la surveillance dont je faisais l'objet s'était relâchée. Peut-être pensait-il que je n'étais qu'un archiviste effrayé qui n'avait rien de précieux sur les bras. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais je suis resté prudent. Parfois, en marchant le soir, je pensais à Staline qui, peut-être à des heures similaires, ne pouvait pas dormir et écoutait les chuchotements de forces inconnues. Je me souvenais des lignes rouges des rapports. Il s'asseyait à la fenêtre et répétait « Ils sont là, parmi les étoiles, je les entends, mais je ne peux pas y arriver. » On dirait presque les délires d'un paranoïaque classique, mais qui sait. Une chose me préoccupe toujours, le docteur Lebedev. Sa disparition restait un mystère. Où a-t-il été enterré? Où est-il allé? Une note disait qu'un témoin l'avait vu dans le sud de l'Oural en 1953 dans un sanatorium militaire, mais il n'y avait pas de confirmation. Peut-être a-t-il survécu à toute cette épopée.
et vécu sous un faux nom, ou, au contraire, il a été discrètement éliminé. De nombreuses personnes ont disparu sous l'ère stalinienne. Mais il était possible qu'il ait connu les détails des « voix » et qu'il ait su ce qu'elles voulaient exactement de Staline. Une autre pensée, ils viendront plus tard, des mots que Staline aurait répétés. Peut-être croyait-il avoir trouvé un fragment d'un code universel et qu'il suffisait d'attendre le bon moment. Une sorte de pseudo-religion où les Chom-dieux sont des êtres mystérieux venus de l'espace. Fantastique? Oui, mais les projets grandioses de l'URSS étaient souvent un mélange de fantaisie et de dure réalité. Qui sait, peut-être que si Staline avait vécu plus longtemps, nous aurions appris l'existence de nouvelles expériences monstrueuses. Parfois, je me demandais si la langue de ses rêves n'était pas l'ancienne langue de certaines civilisations restées sur Terre, ou n'était-ce qu'un ensemble incohérent de sons que le chef prenait pour des signaux. Ce qui a déconcerté le docteur Lebedev dans les documents, c'est que l'enregistrement phonographique comportait des segments répétitifs réguliers, bien que complètement différents du langage terrestre. Comme s'il ne s'agissait pas d'un langage humain, mais d'une sorte de signal provenant de... Il ne s'agit toutefois que de spéculations. Les documents ne fournissent pas de réponse complète.